Y a-t-il eu des attaques pendant la crise contre le nouveau camp d'Aquedo? Pendant la crise post-électorale, maître? Non, à ma connaissance, non. À part les aéronefs de l'ONUC. Ces aéronefs dont vous parlez, c'était quoi, des hélicoptères? Oui, oui. Il y avait des hélicoptères, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, maître, vous allez faire réveiller des vieux démons, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont jeté des pelots dans notre soute à munitions et toute mon unité a pris feu. Heureusement, on n'a pas perdu des vies humaines, mais tout a pris feu, hein? Je n'ose pas trop parler de ça, mais oui. Alors, pour que les choses soient... Quand vous dites qu'ils ont jeté des pelots, ils ont jeté des obus, c'est ça que vous voulez dire? Les hélicos, en tout cas, ont jeté, je ne sais pas si c'est des obus, mais des grenades, mais incendiaires, oui. Et comme c'était une soute en matériel militaire, vous avez des armes, imaginez. Elle a explosé? Eh bien, évidemment. Brûlé même, explosé, brûlé. Est-ce que le camp, à votre connaissance, a subi des attaques de rebelles? Non, à ma connaissance, non. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des rebelles qui se sont installés ou postés aux alentours du camp? Non. Bien avant la crise, non. À la fin, non. Je vais répéter ma question. À votre connaissance, à la fin de la crise, des groupes rebelles se sont-ils installés aux alentours, dans les environs immédiats du camp? Mais non. Le nouveau camp d'Aquedo a-t-il été attaqué par l'armée française? Non, à ma connaissance. Vous nous avez dit ce matin avoir quitté le camp après le bombardement, c'est ça? Alors pour les besoins d'enregistrement, le témoin a dit oui. Maître, vous pourrez prendre la question. Je pensais que vous étiez en train de parler. Déjà, vous demandez qu'on enregistre. Je n'ai pas bien cerné. Pour moi, vous étiez en train de me parler. Donc, je faisais la tête pour vous écouter. Je vais vous reposer la question. D'accord. Alors, y a-t-il eu des attaques pendant la crise contre le nouveau camp d'Aquedo? Pendant la crise post-électorale, maître? Non, à ma connaissance, non. À part les aéronefs de l'ONUC. Ces aéronefs dont vous parlez, c'était quoi, des hélicoptères? Oui, oui. Il y avait des hélicoptères. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, maître, vous allez faire réveiller des vieux démons, hein? Vous étiez en train de me parler. Donc, je faisais la tête pour vous écouter. Je vais vous reposer la question. Donc, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez ce matin, après le bombardement du camp par l'ONUCI, vous avez quitté le camp d'Aquedo, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Ma question, où êtes-vous allé? Où je suis allé? Ben, évidemment, à la maison chez moi. D'accord. Et après? Après, je suis resté à la maison jusqu'à ce que les nouvelles autorités militaires demandent que nous tous on s'y rende encore à Akwédo Nouveau Camp. N'êtes-vous pas allé à l'hôtel du Golfe avant la fin de la crise? Non. Le bombardement
pardon, laissez-moi juste préciser la période de temps, comme ça on parlera de la même chose, entre le bombardement du nouveau camp d'Aquedo par les hélicoptères de l'ONU et l'installation des nouvelles autorités. Dans cette période de temps, n'êtes-vous pas allé à l'hôtel du Golfe? Non. Le témoin précédent, celui qui vous a précédé ici, Idrissa Kangouté, nous a dit que vous faisiez partie de ceux qu'il a aidés à rejoindre l'hôtel du Golfe à la fin de la crise. Vous confirmez? À la fin de la crise, oui, mais les autorités étaient déjà installées. Hein. Les différents anciens chefs militaires étaient déjà allés faire allégeance à l'hôtel du Golfe. C'est ce qui m'a encouragé à aller. Sinon, c'est vrai, bien avant la fin de la crise, il m'encourageait, mais je n'ai jamais eu le courage d'aller. Mais lorsque j'ai vu les chefs militaires aller faire allégeance, je me suis rendu aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Donc on comprenne bien. Vous vous y êtes rendu à l'hôtel du Golfe après le bombardement de l'ONUCI, mais avant l'attaque contre la résidence du président Gbagbo. C'est ça, c'est dans cette période de temps-là. Je n'ai plus une idée. Objection, s'il vous plaît. Le président, Monsieur McDonald, ce n'est pas ce que dit le témoin. Le président, oui. Réponse. Et je pense que de toute façon, ça l'a induit en erreur le témoin. Au vu de la chronologie des événements, le président peut poser une question directe. Quand êtes-vous allé au Golf Hotel? Quand êtes-vous allé au Golf Hotel, monsieur le témoin? Je suis allé au Golf Hotel, comme je viens de le dire, après que tous les officiers généraux sont allés faire allégeance à celui qui était au Golfe. Je ne sais plus la période exacte, mais ils ont même la radiodiffusion-télévision ivoirienne a même diffusé l'élément où les différents chefs sont allés faire allégeance. Et c'est là que je suis allé. Can you somehow... Le président, pourriez-vous nous donner un ordre d'idée quant au moment? Peut-être une référence, on ne vous demande pas une date exacte, mais quelque chose qui nous permettrait de nous repérer plus précisément dans le temps. Je ne sais plus par rapport à la question Maître Altine vient de me poser, si c'était avant ou après l'arrestation du président Gbagbo. Je ne sais pas comment situer, mais ce qui est sûr, j'ai été après que les officiers soient partis faire allégeance. Voilà. Je ne sais plus comment situer, parce que je ne sais plus si le président Gbagbo avait été arrêté avant que les officiers n'aillent faire allégeance, ou bien les officiers avaient déjà fait allégeance avant qu'on l'arrête, je ne sais plus. Mais toujours est-il que je l'ai fait les lendemains du passage des officiers au Golfe. Maître Titre. Fergo, les autres noms ne me reviennent pas. Mais en tout cas, toutes les forces, à part les forces internationales, les forces belligérantes en présence en Côte d'Ivoire, celui qui était au Golfe avait pris un décret pour faire d'eux tous une armée. Donc c'est évident qu'il y a les ex-Fafen, oui. Vous parlez de miliciens. Est-ce que parmi ces miliciens, il y avait des personnes originaires de pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, de pays limitrophes à la Côte d'Ivoire, à votre connaissance? Comme je vous ai dit ce matin,
Certains parlaient l'anglais. Bon. Et certains parlaient français. Bon, pour le français, moi, je savais qu'ils étaient ivoiriens, parce qu'ils parlaient accent, mais l'autre, vraiment. D'accord. Vous me pardonnez, mais je ne sais plus si je vous ai demandé, est-ce qu'ils étaient nombreux, les soldats rebelles, les soldats des forces nouvelles que vous avez vus au Golfe? Nombreux, puisqu'on portait tous la tenue treillie, d'un un petit cafouillage. Je ne peux pas savoir si c'était les ex-FAFEN ou bien les ex-FDS. Toujours est-il qu'on était tous mélangés. On était tous mélangés. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait des contingents de l'ONUCI à l'hôtel du Golfe? Oui. Donc le témoin, pour les besoins de l'enregistrement, le témoin dit oui à plusieurs reprises. Est-ce que vous savez d'où étaient originaires les contingents que vous avez vus à l'hôtel du Golfe? De quel pays venaient les soldats? Et je commence par mes frères sénégalais parce que moi je campais à côté de la cavalerie sénégalaise. Voilà. Et oui, mais il y avait des Afghans, il y avait des ressortissants du Bec d'Alèche, comme on les appelle là, les Bec d'Aléchiens, ou bien je ne sais plus moi. Et... Oh là, il y a une autre nationalité qui m'échappe, la dernière. Sinon, il y avait les Sénégalais, il y avait les Afghans, les ressortissants du Bec d'Alèche. C'est la quatrième nationalité qui m'échappe actuellement. D'accord. Est-ce qu'à l'hôtel du Golfe, vous avez vu le président Gbagbo et un certain nombre de personnes qui se trouvaient avec lui au moment de l'attaque de la résidence? Je n'étais même pas, c'est maintenant que je me rappelle, je n'étais même pas encore au l'hôtel du Golfe quand le président Gbagbo arrivait. J'ai vu ça à la télé. Je n'étais pas encore, c'est maintenant que je me rappelle. C'est à la télé, j'ai vu les images. Alors, je vais vous poser quelques questions sur un certain nombre de personnes que vous avez pu croiser lors de la crise. D'accord? Alors, est-ce que Patrice Kouassi, ça vous dit quelque chose? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui était-ce? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment vous l'avez croisé? Quels étaient vos rapports? Patrick Kouassi, arrivé au bas âge, j'ai d'abord même entendu son nom parce qu'il a été commandant d'unité. Sur le tableau, les différents chefs d'unité, les différents commandants d'unité. À leur passage, ils laissent un mot, le nom, souvent le portrait, le nom, avec la période qu'il a passée. Là, j'ai vu ce nom. Et là, on m'avait longuement parlé de lui, voilà, de ses qualités de grand instructeur, d'une personne qui aime le travail bien fait, qui aime que les choses soient parfaitement faites. Et plus tard, à l'hôtel du Golfe, je n'ai pas échangé avec lui, mais je l'ai regardé faire les choses. J'ai compris que vraiment, il avait l'amour de la chose bien faite. Voilà, c'est tout. Et pendant la crise, est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez été en contact même indirect avec lui? Je l'ai vu, oui, mais parler, non. Contact direct ou indirect, non. Voilà. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de sabotage
qui avait eu lieu au Baza pendant la crise? Non. Sauf que je vous ai dit matin, j'ai vécu un cas. Sinon, non. D'accord. Vous-même, avez-vous jamais saboté des armes ou des véhicules? Non. Ma culture ne le permet pas. Non. D'accord. Ouattara Babaye. Alors dites-nous si vous le connaissez, si vous connaissez son nom, si vous l'avez croisé pendant la crise, parlé, etc., etc. Oui. Babaï, que j'aime affectueusement appeler grand frère, oui, je le connais bien. Je le connais bien. Alors, il faisait quoi pendant la crise? Pendant la crise, il était chef de pièce, comme les autres sous-officiers subalternes. C'était l'un de vos amis proches? C'était simplement un collègue? C'était quoi? Un collègue que j'estimais, je vous ai dit que jamais appelé affectueusement grand frère. Un collègue que j'estimais, qui m'estimait. Oui. D'accord. Est-ce que vous savez si, à la fin de la crise, il a rejoint, ou vers la fin de la crise plutôt, il a rejoint l'hôtel du Golfe? La date exacte, non, mais oui. Oui, mais la date exacte, non. D'accord. Est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que vous-même, vous avez rejoint l'hôtel du Golfe? Je sais que je l'ai trouvé là-bas avant moi, mais la date exacte, non. Sinon, je l'ai trouvé là-bas. Je ne sais pas si c'est ce même jour, il était arrivé bien avant moi, ou bien une semaine, ou bien un an, ou bien non. Mais je l'ai trouvé là-bas avant moi, en tout cas. D'accord. Koulibaly Yahya. Alors, qui était-ce? Ce nom ne me dit rien, jusque-là. D'accord. Traoré, surnommé Tracteur, ça vous dit quelque chose? Ah, tracteur. Oui, j'ai entendu ce nom. Alors, dites-nous. Oui, j'ai entendu ce nom, mais le connaître, non. Vous n'avez jamais été en contact, ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement pendant la crise? Comme je l'ai dit, j'ai bien entendu ce nom, mais je ne l'ai jamais vu. Je sais même à le mettre là, je ne sais pas si c'est lui. Alors, dans quel contexte avez-vous entendu ce nom? Mais vous venez de dire tracteur. Moi, je pense même que c'est après l'arrestation du président Gbagbo. Lorsque les combats continuaient pour, comment ils appelaient ça, libérer la ville d'Abidjan des miliciens, j'ai entendu ce nom tracteur. Ce nom tracteur, j'ai entendu. Mais aller sur le terrain avec lui, non. Non. Alors, vous l'avez entendu. Vous me permettez de reprendre un peu ma question parce que votre réponse n'est pas très claire. Vous l'avez entendu en lien avec avec des opérations militaires? C'était un chef militaire? C'était quoi? Oui, tracteur. Je me souviens, je ne sais plus à qui je parlais au téléphone, et puis il m'a dit non, que bien avant même, hein, où je refusais d'abord, avant que les chefs ne prêtent allégeance, bien avant, je ne sais plus c'est qui me disait non, si tu veux rejoindre le Golfe, il faut voir tracteur, il va faciliter ton passage. C'est tout. Là même, j'ai bien entendu son nom. Donc, je ne sais pas si c'était lui qui était le facilitateur entre les FDS et puis l'hôtel du Golfe ou. Mais comme moi, ça ne me disait pas grand-chose en ce moment, je ne me suis pas trop intéressé. Voilà.
D'accord. Nico, un capitaine de gendarmerie qui s'appelait Nicolas, alias Nico. Aucune idée, maître. D'accord. Idrissa Kangouté. Ben oui, ça c'est un collègue. Alors, vous nous en avez déjà un peu parlé. Est-ce que vous étiez très proche d'Idrissa Kangouté? Très proche, pas la famille, hein, mais comme un collègue. C'est comme dans votre équipe là, vous êtes proche de d'autres que d'autres. C'est vrai, vous êtes proche de tout le monde, mais vous vous entendez mieux avec d'autres que d'autres. C'est comme ça. Un collègue, un ancien, sa manière aussi de faire comme Georges Pégani, comme Kamana Brice, comme l'adjudant-chef, je viens de citer son nom. Leur manière de faire m'avait plu, donc pour copier, oui. Étiez-vous au courant de ces activités de sabotage et de renseignement au profit de l'hôtel du Golfe? Non. Diomandé Zoumana. Lui, je le connais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ça, ce qu'il faisait, si vous étiez proche de lui, si vous connaissiez ses activités, etc., etc. Demandez Zoumana, chef de pièce, entre autres comme Babaï, que vous avez cité, comme Kamana Brise, comme Pegani. Et oui, il aimait aussi le travail bien fait. Oui. Je m'approchais de lui pour causer souvent. Puisqu'il avait l'expérience pour moi plus que moi. D'accord. Karamoko Vakenon. Karamoko Vakenan, oui. Un ancien direct, mais pas de lien. Bonjour, bonsoir, oui, c'est tout. Minafé Koulibaly. Oui, Minafé Koulibaly, oui. Ça, c'est... On est venu le même jour. Oui, oui, oui. On est venu le même jour où? Dans l'armée. On a été recrutés le même jour, oui, oui. Là, seulement lui, je le connais. Est-ce qu'il faut comprendre que vous étiez particulièrement proches tous les deux? Proche, je ne comprends pas bien votre mot proche là. C'est pourquoi je me retiens souvent de répondre. Je vais essayer de le dire autrement. Voilà. Est-ce que vous... J'attends un peu. Hein. Est-ce que vous étiez de grands amis? Des amis, oui. Pas de grands amis, mais des amis, oui. Sekongo Maliki. Eh oui. Un ancien. Un ami. Un ami, je peux le dire. On causait. Alors, monsieur le témoin, nous avons appris qu'un élément du BASA, qui obéissait aux ordres du Golfe, avait recruté des membres du BASA pour mener des actions pro-Ouattara à l'intérieur du BASA. Ma question, est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet du recrutement de telles personnes? Non, maître. Alors, monsieur le président, peut-on aller en huis clos partiel, s'il vous plaît? Yes. Le président, oui, passons en huis clos partiel. Dans l'audience publique, monsieur le président. Le président, maître Altit. Nous avons aussi appris que toutes ces personnes, dont vous, se réunissaient ou s'étaient réunies à plusieurs reprises pendant la crise pour discuter des mesures propres à contrecarrer les activités des FDS
pour, si vous voulez, coordonner les actions anti-FDS et avait reçu de l'argent et des moyens de communication de la part du Golfe pour mener à bien ces actions anti-FDS. Ma question, que pensez-vous de ce que nous avons appris et que pouvez-vous nous en dire? What do you know about this? Le président, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur le Président, ce que je sais, comme je suis devant la Cour, vraiment ce serait un peu tordu de dire que c'est faux. Mais ce que je peux dire, je ne suis pas au courant de ce qu'il vient de dire. Je ne suis pas au courant que j'avais été parmi les recrutés. Je n'ai jamais vu de 5 francs et je n'ai jamais eu de moyens de communication. Voilà. Alors, monsieur, est-ce que vous faisiez partie... Microphone, s'il vous plaît. Je reprends ma question. Monsieur, est-ce que vous faisiez partie des personnes qui espionnaient pour le compte de l'hôtel du Golfe? Espionner dans le compte de l'hôtel du Golfe, non. Moi, je suis un soldat, je suis d'abord un espion pour la République. Mais pour l'hôtel du Golfe, non. Alors, je vais vous lire un très bref extrait de votre déclaration faite aux enquêteurs du bureau du procureur. Les références CIVOTP 0039 0143, page 166, paragraphe 81. For the Alors. record, it's page 168. Et il s'agit de la page 168. Je vais lire, monsieur, ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur, et je cite, et c'est vous qui parlez, je cite, « À Abobo aussi, j'étais déployé comme tireur. Je faisais aussi de l'intelligence pour ma connaissance personnelle et pour me préparer à coopérer avec des enquêtes futures pour qu'il y ait justice et pour que ça ne se répète jamais. » Fin de citation. Alors, vous dites qu'à l'époque, vous faisiez de l'intelligence. Ma question, comment faut-il comprendre ce que vous dites là? Un petit détail, je n'ai pas l'élément sous les yeux, mais ce n'est pas bien grave, je vous fais confiance. Mais je vous ai dit tantôt que je suis soldat. La première mission du soldat, d'abord, c'est l'intelligence. Voilà, pour sa République. On ne peut pas aller au combat sans information. Oui. Et je le faisais parce que pendant ma formation même, quand je suis rentré dans les forces armées, on avait un instructeur, je ne sais plus quel est son nom, et nous formait aux droits humanitaires internationaux et aux droits de guerre. Et j'ai commencé à sentir qu'il y avait deux de ces droits qui étaient bafouillés. C'est pourquoi j'avais commencé à moi-même faire mes investigations, non seulement pour moi-même mes propres archives, pour pouvoir le raconter plus tard à mes petits-enfants, puisque les enfants l'ont déjà vu, vécu, le rencontrer à mes petits-enfants, et puis que plus tard, il ne faudrait pas que Yého vienne me dire non, c'est comme ça, c'est passé, c'est comme ça, pour ne pas venir tronquer l'histoire. Au moins, je serais averti au minimum. C'est pourquoi je le faisais. Mais pas pour le donner au Golfe, ni au palais, non. Officiellement, en ce moment, non, je ne travaillais pas pour quelqu'un, mais je le faisais pour moi-même. Comme je l'ai dit, vous venez de
de lire ce que j'ai dit, oui. Rendiez-vous compte de ce travail d'intelligence dont vous parlez à quelqu'un en particulier? Non, maître. De quand, monsieur, date votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? Je ne sais pas si c'est en début 2013 ou bien fin 2012. Ben là, je n'étais plus au bazar. À ne pas nuancer, je vois déjà de quoi vous parlez, mais je vous comprends, mais à ne pas nuancer. Je n'étais plus au bazar. Voilà. J'avais été affecté ailleurs. Si vous fouillez bien plus haut, vous verrez. Vous avez été affecté où? C'était au BCS. Je vous ai mal entendu, vous pouvez Au répéter? BCS, bataillon de commandement de soutien. Alors, je crois que pour notre bénéfice à tous, ce serait gentil de dépeler, de nous dire OBCS, c'est ça? Si. O, Non, c'est pas O. B comme la lettre B. O, plus loin, O BCS. plus loin. B comme la lettre B. C comme la lettre C. S comme la lettre S. Et qu'est-ce que c'est, le BCS? Oui, mais comme l'abréviation le dit, bataillon de soutien et de commandement. Et vous y faisiez quoi à ce moment-là? Ben, c'est écrit un peu plus haut, ou bien si vous voulez, on va en huis clos, je vais vous le dire. Sinon, c'est écrit un peu plus haut. Monsieur le Président, je pense que peut-être un rapide huis clos serait utile. Huis clos partiel serait utile. Thank you. Le président, très bien. Passons à huis clos partiel. À mon avis. À nouveau, nous sommes en audience publique, monsieur le président. Le président mettra le titre. J'ai été contacté par le bureau du procureur, monsieur. À son temps, et il y a le tribunal militaire qui a ouvert, je ne sais pas comment vous appelez ça, une information judiciaire ou bien comment on appelle, un appel à témoignage, non? C'est un truc comme ça. En tout cas, il y a eu un message diffusé dans les différentes unités. On appelait chaque soldat à venir témoigner dans le compte du procès de Laurent Gbagbo. C'est comme ça c'était dit. C'est plus tard que pour le grand frère Charles Blé Goudé s'est ajouté. Sinon, à son temps, le message que nous avons reçu, nous ont lu, c'était le tribunal militaire ouvrait une information judiciaire par le bien du bureau de la procureure de la CPI pour appel à témoignage. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Avez-vous informé votre hiérarchie de la rencontre avec le bureau du procureur? Oui, je me souviens même bien, le premier jour de la rencontre, ça s'est passé au tribunal militaire. Le substitut même du procureur, c'est le substitut même du procureur là-bas qui nous a reçus et nous a présenté aux enquêteurs. D'accord. Vous voulez dire que lors de la réunion, il y avait les représentants du bureau du procureur de la CPI et le substitut du procureur ivoirien et vous-même, c'est ça? Oui, au début, il nous a présenté. Son représentant, lui, il est venu, c'est un lieutenant. Il est venu, il nous a présenté aux éléments enquêteurs du bureau de la procureure, parce qu'on ne savait pas c'était qui. Je pense que c'est normal. Il a dit, chose à caporal chef Temps, voilà monsieur Temps et madame Temps, ce sont des enquêteurs du bureau de la procureure à la CPI. Voilà. Avant, quand il a fini la présentation, évidemment, il est reparti faire d'autres tâches et puis voilà. D'accord. Et quand vous êtes venu ici, avez-vous informé votre hiérarchie? Oui. Est-ce qu'ils ont donné leur accord pour que vous veniez?
Je ne sais pas, mais j'ai été appelé par le conseiller juridique du cabinet du ministre, donc j'imagine qu'ils sont d'accord. Sinon, parce que je l'ai bien signifié au service d'aide et assistance que je ne veux pas quitter le pays sans autorisation. Je suis soldat, je reste. Même pour aller chez moi au village, il me faut une autorisation. C'est pas quitter mon pays, je ne vais pas le faire, je vais pas le demander. Monsieur, avez-vous donné le nom d'autres témoins potentiels au bureau du procureur? Je pense un peu plus bas dans ma déclaration, c'est les noms, ou bien le nom, je ne sais plus. Oui, parce qu'eux m'avaient dit que si jamais il était question qu'on appelle à témoigner, ils pouvaient le faire. Donc, eux seulement, j'ai cité leur nom. Sinon, quand vous lisez bien ma déclaration, je suis un peu réticent en donnant les noms. Même vers la fin, l'enquêteur m'a demandé mais pourquoi j'ai donné ces noms sans hésiter. J'ai dit non. Eux-mêmes, ils m'ont dit qu'ils sont d'accord, même s'il fallait un jour venir témoigner. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit leur nom. Alors, monsieur, j'ai une question que je vais vous poser avec la permission du président en huis clos partiel. Let's go back into private session. Le président repasse en audience publique. Huis clos partiel. De Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le président, je vous remercie. J'ai une question à poser aux témoins. Je me reporte à la page 80 de la transcription anglaise. Vous avez dit, monsieur le témoin, en réponse à une question qui vous a été posée par Maître Altit, In relation to the two itineraries from la question concernait le trajet entre le nouveau camp à Kwedo au camp Commando, pour que vous ayez le contexte à l'esprit. Vous avez dit, lorsque nous avons commencé à avoir des difficultés, nous permutions entre les deux trajets, l'objectif étant d'éviter le contact avec la population. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'objectif étant d'éviter tout contact avec la population? Pourquoi? Je le dis, monsieur le président, parce que il y a eu une série d'événements qui avaient commencé à transformer la population à notre égard. La population commençait à devenir hostile à notre présence au niveau du camp commando. Je ne sais pas si chez vous ça se fait, mais chez nous, les soldats, où vous êtes positionnés quand la population n'est pas favorable, ça commence à être compliqué. Donc, au même moment, vous menez votre mission, vous accomplissez votre mission, vous devez vous arranger à faire ça de manière vraiment à vous entendre un peu avec la population pour ne pas qu'elle soit hostile. Parce que c'est la population qui commande. Donc c'est pourquoi cette série de mouvements au Carrefour Anador, ou bien c'est pas c'est Banco, et puis cette série de pélos lancés sur le marché de la mosquée, ça avait commencé à énerver bon nombre de personnes à Bobo. D'autres même ne se lassaient pas de nous dire vis-à-vis, mais écoutez, vous êtes venus, on a pensé que c'était pour notre défense ou notre sécurité, mais au contraire, c'est vous qui nous tuez encore. Donc, quand vous entendez des choses comme ça, vous devez déjà commencer à être prudent pour ne pas que ça dégénère. C'est pourquoi, à chaque fois, on découlait, par rapport aux informations, on jonglait entre les deux choses, les deux voies, soit par l'autoroute ou bien par le zoo.
So you mean it was because you didn't want to heat up? Vous voulez dire que vous ne vouliez pas exacerber la situation qui était déjà tendue? Monsieur le Président, c'était bien pour éviter ça. Yes. Le Président, bien. J'ai une autre question à vous poser, parce qu'immédiatement après cela, en réponse à la question suivante posée par Maître Altit, vous dites ceci. C'était enfin la question était celle-ci. Lorsque vous étiez au camp commando, est-ce que vous étiez en mesure de quitter le camp afin d'effectuer des patrouilles? Est-ce que c'était possible ou pas? Et vous avez répondu de la manière suivante. Oui, en fait, c'était l'objectif de la mission. Au début, il s'agissait d'effectuer des patrouilles dans le but de rassurer la population et dire que l'armée est toujours présente et qu'elle est prête à les défendre, à la défendre et à la protéger, et tout en lui garantissant sa sécurité. Est-ce que vous n'y voyez pas une contradiction? D'une part, vous dites que vous souhaitez éviter la population, et d'autre part, vous dites que vous vouliez assurer votre présence, vous vouliez être vu. Non, peut-être que vous ne m'avez pas compris. Sinon, je dis... That's why I ask. Ah. That's all. C'est pour cela que je vous pose la question. Je disais que au départ, on partait au camp commando, se prépositionner la journée. Et les patrouilles n'étaient que des nuits, au départ. Mais quand il y a eu la série d'événements que je viens d'expliquer, alors on n'osait plus quitter le cantonnement. Pourquoi? Parce que la nuit, on était attaqué à fréquence, vraiment je dirais régulière. On était attaqué, on ne sait pas par qui, mais on essuyait tout le temps des coups de feu. Donc c'était déjà dangereux de sortir. Donc, au même moment, lorsqu'on doit sortir pour aller, quand la relève doit arriver, elle jalonne entre les deux voies avec les informations que les chefs ont et puis prennent une voie qu'on pense sûre. Au retour, le chef d'élément aussi se renseigne avec la population, eux à la base, et puis avec nos informateurs. Et puis, on talonnait entre les deux voies. Ce qui était sûr, c'est qu'on voulait éviter le contact encore avec la population. Parce que c'est vrai, la population n'en pouvait plus. Nous aussi, s'il y a le contact avec la fatigue, il peut y avoir des bavures. Et puis bon, encore, ça va s'ajouter alors que ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait. I would ask. Le Président, je demande à Madame l'huissier de remettre ces documents aux témoins, les documents qui lui ont été retirés ce matin. Il s'agit des papiers que vous aviez ce matin. Nous allons vous les remettre, mais ne les ramenez pas demain. Ne les apportez pas avec vous à l'audience. L'audience est levée. Nous allons reprendre demain matin à 9h30. Et c'est l'équipe de défense de M. Blégoudet qui vous interrogera. L'audience est levée. Bonne soirée.